Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre d'histoire consacré à l'affirmation du royaume de France à l'époque moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle de la guerre dans l'affirmation de ce royaume. Nous verrons comment les conflits ont été des leviers majeurs dans le développement et l'expansion de notre pays. Pour structurer notre présentation, nous allons procéder en 3 temps. Nous commencerons par analyser les guerres qui ont marqué cette période et leur impact sur la France, puis nous traiterons de la politique maritime de Colbert, pour finir par l'extension de son empire colonial qui a permis à la France d'affirmer son influence sur la scène internationale. La guerre de 30 ans, qui s'est déroulée de 1618 à 1648, est d'abord un conflit religieux opposant les États protestants et catholiques du Saint-Empire romain germanique. Cependant, ce conflit a rapidement pris une dimension politique. La France, bien que majoritairement catholique, a pris la décision stratégique de s'engager dans cette guerre contre l'Espagne et le Saint-Empire. L'objectif était d'affaiblir les Habsbourg qui gouvernaient ces territoires et de limiter leur influence sur le continent européen. Pour réaliser cet objectif, la France s'est associée à des États protestants comme la Suède. Cette alliance a permis à la France de jouer un rôle clé dans le renversement de l'équilibre des pouvoirs en Europe et d'affirmer sa puissance. La guerre de 30 ans s'achève en 1648 avec la signature des traités de Westphalie. Ces accords ne se contentent pas de mettre fin aux hostilités, ils redessinent également la carte de l'Europe. Pour la France, cette victoire est significative. Elle se voit attribuer l'Alsace et certaines terres le long du Rhin. Ce gain territorial accroît l'influence de la France. Les traités de Westphalie instaurent également un nouvel ordre politique en Europe, basé sur la reconnaissance de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations. Ce principe, qui émerge au cours de cette guerre, va poser les fondements des relations internationales modernes. Les guerres franco-espagnoles, qui se déroulent entre 1635 et 1659, opposent deux puissances catholiques, la France et l'Espagne. Bien qu'elles partagent la même religion, ces deux nations se disputent la domination en Europe et dans les colonies, chacune cherchant à étendre son influence et son pouvoir. Le conflit se termine par la signature du traité des Pyrénées le 7 novembre 1659. Grâce à ce traité, la France obtient le Roussillon, étendant ainsi sa position dans le sud et renforçant ses frontières. Par ailleurs, ce traité prévoit également un mariage stratégique entre Louis XIV, le jeune roi de France, et Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi Philippe IV d'Espagne. Ce mariage sera célébré en 1660 à Saint-Jean-de-Luz. C'est une manœuvre politique visant à sceller la paix entre les deux royaumes. Les guerres de Louis XIV témoignent des ambitions expansionnistes de celui qu'on surnomme le roi Soleil. Louis XIV a pour objectif de positionner la France comme la première puissance européenne, tant sur le plan territorial qu'institutionnel. Sa politique est marquée par un désir d'accroître l'influence française. L'une des premières grandes entreprises militaires de son règne personnel est la guerre de la Dévolution, qui débute en 1667. Cette guerre se déclenche en raison des revendications territoriales de Louis XIV sur les Pays-Bas espagnols, qui font alors partie des possessions des Habsbourg. Le roi justifie son attaque en se basant sur le droit de dévolution, qui affirme que les territoires doivent lui revenir en raison de son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi d'Espagne. Au cours de ce conflit, Louis XIV remporte plusieurs victoires, mais il lui faut également composer avec les puissances européennes qui s'inquiètent de l'expansion française. Finalement, le traité d'Aix-la-Chapelle est signé en 1668 et il met fin à cette guerre. En vertu de cet accord, la France obtient des territoires stratégiques dont les villes de Lille,
Douai et Béthune. Ces acquis ne se limitent pas à des gains géographiques. Ils renforcent également la position de Louis XIV en tant que monarque puissant sur la scène internationale. La guerre de la Ligue d'Augsbourg se déroule de 1688 à 1697. À cette époque, le roi est en pleine volonté de renforcer la puissance de la France et son expansion suscite des inquiétudes parmi les autres États européens. Face à cette menace, une coalition se forme. Une coalition, c'est l'alliance de plusieurs pays contre un ennemi commun. Celle-ci regroupe plusieurs puissances telles que l'Angleterre, les Provinces-Unies, au niveau des Pays-Bas actuels, le Saint-Empire romain germanique et d'autres États européens, tous unis par la volonté de freiner l'expansion française. Cette alliance est connue sous le nom de Ligue d'Augsbourg. Au cours de cette guerre, les combats se déroulent principalement sur le continent européen, mais aussi il y en a quelques-uns dans les colonies. Malgré quelques succès militaires, Louis XIV se retrouve confronté à une coalition déterminée qui s'oppose à son désir de domination. Ce conflit marque donc vraiment une prise de conscience des puissances européennes face à la nécessité de s'unir pour contrer une menace commune, à savoir l'expansionnisme français. La guerre de succession d'Espagne, qui s'étend de 1701 à 1714, est un conflit majeur, car il a des répercussions profondes sur l'équilibre des pouvoirs en Europe. Cette guerre est déclenchée après la mort du roi d'Espagne Charles II, qui meurt sans héritier direct. Son décès crée un vide de pouvoir et suscite des tensions entre les grandes puissances européennes. Louis XIV voit une opportunité de renforcer l'influence de la France en soutenant son petit-fils Philippe, duc d'Anjou, comme héritier au trône espagnol. Cette décision, qui vise à unifier les couronnes de France et d'Espagne dans une même famille, une même maison royale, on dit à l'époque, est perçue comme une menace par les autres pays européens. En réaction, une nouvelle coalition se forme. Malgré quelques succès militaires, Louis XIV doit faire face à une guerre d'usure qui met la France à l'épreuve. Finalement, la guerre se termine par le traité d'Utrecht en 1713. Bien que ce traité soit considéré comme défavorable pour la France, il permet néanmoins à Philippe de devenir le roi d'Espagne, mais sous certaines conditions. Notamment, il est stipulé que les couronnes de France et d'Espagne doivent rester séparées, évitant ainsi une union de ces deux pays qui aurait pu créer une puissance trop dominante en Europe. Nous allons à présent passer à la seconde partie de la leçon sur la politique maritime de Colbert. Jean-Baptiste Colbert est nommé ministre des Finances en 1665. Il joue un rôle crucial dans le développement de la puissance économique de la France. Son approche est marquée par une forte intervention de l'État dans l'économie. Le renforcement de la marine française constitue un pilier de la politique de Colbert. Cela se traduit par plusieurs initiatives. Il s'agit tout d'abord de la construction navale. Il met en place des politiques pour augmenter le nombre de navires, tant marchands que militaires. Il encourage la construction de vaisseaux de guerre pour garantir la sécurité des côtes et des colonies. Et pour permettre cette expansion, ce nombre grandissant de navires, Colbert s'attaque à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Il veille à former des artisans spécialisés tels que des charpentiers de marine, des voiliers et d'autres métiers liés à la construction navale. Il a aussi mis en place des politiques de reforestation pour soutenir la construction navale, car il a bien compris que l'approvisionnement en bois de qualité, particulièrement le chêne, était crucial pour la fabrication de navires. En parallèle, Colbert investit dans la modernisation des grands ports stratégiques comme Brest, Toulon et Dunkerque. Les arsenaux, notamment celui de Brest, sont également importants dans le renforcement de la marine. Ces établissements sont dédiés à la construction et à la réparation des navires de guerre.
Grâce à tout cela, la France devient une puissance maritime respectée sur la scène internationale. Colbert ne se contente pas de développer la marine, il veut aussi booster le commerce et les colonies. Il sait que pour devenir une grande puissance, la France doit échanger des produits avec le monde entier et élargir son influence. Pour cela, il crée des compagnies spéciales appelées les compagnies françaises des Indes. Il y a tout d'abord la Compagnie des Indes orientales. C'est un peu comme un groupe de commerçants qui partent en quête de trésors en Asie. Cette compagnie, créée en 1664, va établir des relations commerciales avec des pays comme l'Inde et la Chine. Elle veut rivaliser avec les Pays-Bas et l'Angleterre qui eux aussi ont des colonies en Asie et elle veut contrôler le commerce des épices, de la soie et d'autres produits venant d'Asie. En même temps, Colbert lance une autre compagnie vers l'ouest, la Compagnie des Indes occidentales, qui va se concentrer sur l'Amérique. Cette compagnie va développer le commerce avec les colonies, particulièrement dans les Antilles, où l'on trouve du sucre, du café, du tabac, qui sont des produits très prisés à l'époque. Colbert incite même des gens à émigrer vers ces colonies pour les peupler et exploiter les ressources. Passons à présent à la troisième partie sur l'extension de l'empire colonial français. Commençons par les colonies d'Amérique du Nord. À l'époque de Colbert, la Nouvelle-France s'étend sur de vastes territoires comprenant le Canada et les Grands Lacs. Dans cette colonie, on trouve des villes importantes comme Québec et Montréal. Québec, fondé en 1608, devient rapidement un centre important pour le commerce et l'administration. Montréal, quant à elle, est fondée en 1642. Elle devient un lieu d'échanges culturels et commerciaux. L'un des aspects les plus fascinants de la Nouvelle-France, c'est le commerce des fourrures. Les colons français se sont associés avec les peuples autochtones pour chasser des animaux comme le castor, dont la fourrure était très prisée en Europe. Ce commerce a été tellement lucratif qu'il a attiré de nombreux aventuriers et marchands. Le commerce des fourrures permet de générer d'énormes profits pour la France, renforçant ainsi son économie. Regardons maintenant les colonies françaises dans les Caraïbes, avec des îles comme la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti. Les colonies des Caraïbes se spécialisent dans la culture de produits comme la canne à sucre, le café et le tabac. Ces plantations sont à la base de l'économie coloniale et génèrent d'énormes profits pour la France. Pour faire fonctionner ces plantations, les colons ont fait appel à des esclaves africains. Ce système d'esclavage est tragique et inhumain, mais il est malheureusement courant à cette époque, et c'est lui qui a permis aux colonies de prospérer économiquement. Enfin, pour finir, jetons un œil au comptoir français en Afrique et en Asie. Ces territoires sont essentiels pour le commerce et l'influence française dans le monde. En Inde, il y a surtout Pondichéry. Cette ville, fondée en 1674, devient l'un des principaux comptoirs commerciaux français en Inde. Pondichéry est stratégique pour le commerce des épices, du thé et des autres produits précieux présents en Asie. La France établit également des comptoirs le long de la côte ouest de l'Afrique, dans la région de l'actuel Sénégal. Ces comptoirs servent de point de départ pour les échanges avec l'intérieur du continent, qui se développeront encore plus dans la période suivante. Voilà, ce cours est terminé. J'espère que tout a été bien clair. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.